D3, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Latifa Lamarty est une figure du Tanger hispanophone, d'autant qu'elle est docteure de l'université Hassan II de Casablanca, S. Langues et cultures des mondes ibériques et hispano-américains. Poétesse, écrivaine, universitaire, critique littéraire, traductrice et féministe convaincue, elle s'engage sur de nombreux fronts pour contribuer à faire rayonner Tanger et une certaine idée des droits de l'homme et de la justice. Membre du réseau des intellectuels du Sud et du comité scientifique de la revue Abatz, elle est encore vice-présidente de l'association d'amitié maroco-ibéro-américaine. À l'initiative de nombreux colloques et rencontres, elle est encore autrice ou co-autrice de plus d'une vingtaine de publications, parmi lesquelles les recueils de poèmes Otros Tiempos a Solas con Tanger, édition Aloulia, Grenade 2024, Tanger Inspira, édition Diwan Mayrit, Madrid 2021, la traduction de l'arabe Tanger Destellos de Locura, édition Sleki 2021, et autrice de nombreux articles publiés en Espagne, en Amérique du Sud et au Maroc. Alors nous voici aux trois portes avec Latifa Lamarty, docteur en sciences humaines et qui est spécialisée dans les langues et cultures hispaniques et ibérico-américaines et encore beaucoup d'autres choses. Latifa Lamarty, qu'est-ce que pour vous être de Tanger ? Tanger, c'est un lieu magique, tout simplement magique, il n'y a pas d'autre mot. C'est un lieu qui t'habite, là où tu vas est envahi. Moi que j'ai vécu 20 ans à Casablanca, ben oui, de 2002 à 2021. Et donc, Tanger ne m'a jamais quitté. Est-ce que c'est une inspiration ? Oui. Et d'ailleurs, mon premier livre de poèmes s'intitule Tanger inspire. Tanger inspira, en espagnol. Parce que ce que m'inspire Tanger, c'est sa beauté. Donc vraiment, la lumière qui nous vient de Méditerranée, de l'Atlantique, le coucher de soleil, les couleurs, c'est formidable. Alors, vous écrivez beaucoup de poésie, vous écrivez de la poésie. Quel est votre engagement pour la poésie ? J'ai toujours aimé la poésie. Je lisais beaucoup la poésie. Peut-être parce que pour moi, la poésie révèle des émotions, des sentiments profonds. Et aussi, elle offre des réflexions lumineuses sur l'être humain, sur la vie. Moi, j'ai lu les Fleurs du mal de Baudelaire à l'âge de 14 ans. Entre 14 ans, 15 ans, j'ai lu beaucoup de poètes. Dans la poésie de Charles Baudelaire, je trouvais cette sensation de rebellie, quoi, parce que j'ai toujours pensé que les poètes ont un profil. Ce sont des personnes rebelles, des personnes sensibles, je dirais trop sensibles, et aussi des personnes insatisfaites avec leur entourage. Et la poésie, c'est une façon de te libérer, de t'exprimer comme tu veux. Et ça, je trouvais ça dans la poésie de Charles Baudelaire. Et j'aime aussi les personnes qui utilisent la poésie pour défendre des principes, des valeurs humaines. Par exemple, je lisais beaucoup Nizar Qabbani, Victor Hugo, Mahmoud Darwish. Et Pablo Neruda. Pablo Neruda, c'est le thème de mes thèses. C'est le thème. J'ai travaillé ma thèse ma licence sur Pablo Neruda. 20 poemas de amor y una canción desesperada. Ouais. Mais c'est vrai que notre temps aurait tendance à vouloir faire croire que poésie et engagement, ça ne marche pas ensemble. Mais je sais pas, parce que en principe, la fonction de poésie, c'est la beauté. En fait, pour moi, la poésie, ce qui m'intéresse de la poésie, c'est cette relation, cette expérience qu'il y a avec le langage. La poésie, elle utilise un langage qui n'est pas ordinaire. Et donc, il nous appartage, il nous éloigne de l'ordinaire. Ça, j'aime bien cette expérience de la poésie avec le langage.
Mais justement, ce que nous disent les modernes, ceux d'après Mallarmé, c'est que la poésie n'a affaire qu'avec le langage et pas avec l'humain, les sentiments, ni la beauté, ni l'engagement, encore moins. Je suis pas d'accord. Mais au contraire, écoute, il n'y a pas de thème pour la poésie. Tout thème peut être source d'inspiration. Et là, dans ta poésie, tu peux écrire sur tout thème. Tous les thèmes qui sont quotidiens, que l'on vit. L'amour, le bonheur, la liberté, ce sont des thèmes de notre quotidien, mais une fois poétisés, ça ils ne sont plus ordinaires, c'est sont plus quelque chose de quotidien. Alors vous parlez de Charles Baudelaire, mais vous êtes une hispanophone et une arabophone, bien sûr, de première ligne. C'est même un engagement. Pourquoi parler de Baudelaire? Parce qu'au début, ma lecture c'était en français. J'aimais beaucoup la littérature française. J'allais faire la littérature française, mais je n'aimais pas la langue. Pas parce que je prononçais pas bien. Et donc, j'avais comme un complexe. Et c'est pour ça que, finalement, j'ai opté pour la littérature espagnole, surtout la littérature hispano-américaine. Je trouve que c'est un monde, c'est un beau monde. Et nous, les Marocains et les Latino-américaines, on a beaucoup de choses en commun. Je pense qu'on a cette expérience de la colonisation en commun. C'est pour ça que je me suis intéressée aussi pour la poésie de Pablo Neruda. À part la poésie, j'ai lu aussi des romans de Gabriel García Márquez, de Alejo Carpentier, beaucoup des écrivains latino-américains. Alors quand je parlais d'engagement dans la poésie, c'était pas ni marxiste ni trotskiste, c'était que vous participez, vous co-organisez beaucoup de manifestations autour de la poésie à Tanger. Je vous ai vu au Festival international de poésie, là je vous vois dans une rencontre avec des opérateurs culturels de Séville très récemment. Qu'est-ce que vous faites en fait pour la poésie à Tanger? Je dirais pas seulement pour la poésie, mais pour la culture en général. Parce que je pense que, surtout en ce qui concerne nos relations entre l'Espagne, les Marocains et les Espagnols, si on parle politiquement, il y a eu toujours des tensions et des conflits, on peut dire. Mais si on parle en termes de culture, je vois qu'il y a eu toujours une relation d'amitié, d'entente. Et la diplomatie culturelle, parce que c'est ce qu'on est en train de faire là. Avec ces rencontres et ces congrès, c'est de la diplomatie culturelle pour unir les peuples des deux rives. Parce que déjà, je pense que surtout entre Tanger et l'Andalousie, on a un lien historique commun, on n'a pas un héritage commun. Et donc, il faut protéger ce héritage et l'utiliser pour transformer les relations bilatérales, construire plutôt des relations plus solides, qui peuvent transférer l'éventuel conflit en opportunité. On sentait bien que les années 80, 90, même début des années 2000, c'était des années où on essayait de construire des ponts le plus qu'il se pouvait, et on sent aussi très bien que maintenant, les choses sont beaucoup plus difficiles. C'est-à-dire qu'il y a des façons de s'arc-bouter, des cambrures identitaires assez violentes de part et d'autre. La montée des extrêmes droites en Europe, le fait que le Maroc ait décidé d'assumer son destin seul et sans ses anciens colons, ça donne une autre perspective. C'est pour ça que j'ai dit il faut travailler sur la diplomatie culturelle, je pense. Parce que c'est très intéressant. La culture peut faire ce que des fois les politiciens ne peuvent pas faire. Et donc, il faut encourager les échanges artistiques, culturels. Les écrivains, par exemple, marocains qui écrivent notre langue. Il y a beaucoup des hispanistes marocains qui écrivent en espagnol. Eux, ils contribuent d'une façon très importante à faire connaître la culture marocaine au milieu hispanophone et vice-versa, non? Et vice-versa. Je pense qu'il faut travailler sur le côté culturel. تلك الأيام والأيام أيام القهر والظلام وفينك عويصة فين الشان والمرشان شحال غيرتي من عباد شحال صفيتي من سياد بلا شفقة وبلا تخمام حرقتي الغلة
وسبيتي الكسيبة وصقتي نساكي في النعم يتمتي الصبيان بالعرام ويلي كي الشيخ كي العبد كي المقدم قاع منك طالبين تسلم وفينك عويسة فين الشان والمرشان ويلي. Revenons à la poète. Quelles sont vos publications en termes de poésie? Et donc, en termes de poésie, j'ai écrit 2 livres, j'ai publié 2 livres. Le premier, c'est Tanger Inspira, Tanger Inspire. Parce que, comme je t'ai dit, Tanger, pour moi, c'est une source d'inspiration. Et donc, j'ai écrit ce livre quand je vivais encore à Casablanca. Mais je faisais la navette entre Tanger et Casablanca. Et donc, chaque fois que je devais revenir à Casablanca, pour moi, c'est trop difficile. Je voulais pas partir de Tanger. Pour moi, Tanger, c'est une ville qui influence mes décisions. J'ai pris des décisions. Donc, le premier chapitre de ce livre, on peut dire, c'est un hommage à Tanger. À ma Tanger. Tanger que je connais moi. Par exemple, il y a un poème là-bas sur Merchane. Merchane, c'est mon quartier, là où je suis née, là où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Et donc, c'est ça, c'est un hommage à ma Tanger que je connais. Et puis, il y a d'autres thèmes, comme je t'ai dit, il n'y a pas de thème pour la poésie. Le second livre, c'est intitulé Autre temps, Seul à Tanger, encore une fois Tanger. J'ai ajouté ce titre, Seul à Tanger, parce que le livre, je l'ai écrit pendant le confinement de Covid. Et je vivais encore à Casablanca. Et donc, une fois, ils ont annoncé officiellement le confinement. Et donc, je suis partie vite, ramasser mes affaires, ramasser mes enfants. Je suis revenue à Tanger pour me confiner à Tanger, parce que je ne pouvais pas me confiner dans un endroit qui ne soit pas Tanger. C'est pour ça que je t'ai dit, Tanger influence mes décisions, parce que Tanger, à l'époque, je n'avais même pas j'avais une petite maison sans wifi, sans télé, sans rien du tout, mais le plus important pour moi, c'était rester me confiner à Tanger. C'est pour ça que Seul à Tanger, le titre Seul à Tanger. Confiné à Tanger, sans télévision et sans wifi. Non, mais après, j'ai acheté la télé. Vous voulez nous lire un poème sur Tanger quand même, puisque on parle de ça. Le mieux, c'est de lire. Donc, je vais lire de mon premier livre de poèmes. Et le premier chapitre, comme je t'ai dit, que c'est un hommage à Tanger. Et donc, un poème que j'aime beaucoup. Envidio a la luna. Envidio a la luna. Solo ella puede pisar este bonito mar de Tánger y no se moja. Solo ella puede nadar en su profundidad como ángel y no se ahoga. Quieta, luna, quieta. Le dice la ola celosa, pero nunca la traga, por más alta que sea. Y sigue la bella luna pisando el mar de Tánger sola, y yo, de lejos, contemplo envidio. De lejos, sueño y anhelo. ¿Podré ser algún día yo la luna? Comment écrivez-vous? Quelle façon avez-vous de procéder à l'écriture même? Je ne saurais pas te dire exactement. Des fois, quand je suis devant la plage de Merkala, à Remilette, en voiture pour un promenade, en voiture avec la musique, j'ai des idées comme ça et je les note. Et après, une fois dans la nuit, surtout la nuit, quand je suis tranquille dans ma chambre, donc je vois encore ces idées et je commence à formuler un poème. Et vous arrivez à trouver du temps à vous consacrer à la poésie au milieu de tous les travaux académiques que vous faites, consacrés en général à la femme, et on en reviendra après là-dessus. Pas toujours, vraiment pas toujours. Mais quand des fois, il y a des idées que tu as dans la tête, donc tu laisses tout et tu dois te consacrer à ça. Mais c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile combiner les deux choses, mon travail comme professeur, mon travail pédagogique comme professeur d'espagnol, et puis ma recherche. Et puis la création littéraire, c'est pas évident, bien sûr. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas vos écrits, comment définiriez-vous votre style? Difficile.
je sais pas. En tout cas, je parle de plusieurs thèmes. Par exemple, le deuxième livre, il y a des poèmes sur le machisme, la société patriarcale, le féminisme, le racisme, la colonisation. Il y a des poèmes sur Tanger, rien que je décris les sentiments que j'ai envers cette ville. Je ne saurais pas te dire exactement si j'ai un style, je ne sais pas. Les lecteurs de voir ça. Ça nous amène au deuxième volet de cet entretien. La femme marocaine est une grande préoccupation pour vous. Ah oui, évidemment. Je me considère féministe, mais le féminisme pour moi, c'est défendre les droits de tous les humains. Et quand je dis humains, c'est hommes et femmes, pas uniquement femmes. Parce que pour moi, le féminisme, c'est pas défendre seulement les droits de femmes. Et c'est lutter contre toutes les injustices. Et donc, le féminisme ne fait pas la guerre aux hommes, mais je dirais critiquer ou lutter contre tout un système politique, patriarcal, global, moderne, capitaliste, qui est basé sur la logique de domination. Et là, elle produit des relations de pouvoir entre hommes et femmes, blancs et noirs, riches et pauvres, occidentaux, orientaux. Tu vois, elle produit des discriminations, tout type de discrimination, de race, de classe, de religion, de culture. Et c'est pour ça que maintenant, il y a des mouvements de féminisme très forts, surtout en Amérique latine et au Maroc aussi. Je parle de ces deux endroits parce que c'est là où je travaille. Des féminismes qui partent de la théorie de l'intersection. Ça veut dire, on se rend compte maintenant que pour une libération complète, je dirais, il faut prendre en considération toutes ces catégories de discrimination, pas seulement la discrimination de genre. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une critique maintenant au féminisme occidental, parce que c'est un féminisme où si on se rend compte qu'il ne représente pas toutes les femmes, parce qu'il se focalise seulement sur la discrimination de genre. Il ne prend pas en considération les autres discriminations. Et parce que nous, les femmes de troisième monde ou de ce qu'on appelle maintenant le Sud global, on souffre de double patriarcat. C'est vrai qu'il y a dans notre société, communauté, il y a un patriarcal, je dirais local, mais aussi il y a un patriarcat global. Que c'est, comme je viens de dire, c'est un système politique global. Et donc, c'est pour ça que les femmes émigrées marocains musulmans, ils souffrent de l'islamophobie, par exemple, surtout à l'Europe. El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa 2 copas de vino, y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos, y a la noche se le fue la mano. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Que no acabe esta noche ni esta luna de abril, para entrar en el cielo no es preciso morir. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Alors en fait, votre féminisme, c'est une critique du capitalisme et du patriarcat. Vous dites que au Maroc, les femmes souffrent d'une double oppression, qui est l'oppression à la fois du capitalisme et celle du patriarcat. Est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite là-dessus? Donc, quand j'ai parlé de double oppression, je parlais en général des femmes de Sud global, de troisième monde, des femmes qui ne sont pas européennes.
Si je parle de la femme au Maroc, les Marocaines souffrent de cette oppression quand les émigrés, les femmes émigrées. En France, par exemple, pour question de voile, d'accord? Mais au Maroc, c'est surtout, on a une société, je dirais, on a un patriarcat qui est un peu, peut-être masqué, qui est maquillé, mais c'est surtout, ça se voit surtout dans les foyers, parce que il y a toujours une division inégale de travail domestique. Les hommes, ils ont toujours le pouvoir de prendre les décisions importantes, telles que les décisions éducatives, économiques. Elles peuvent toujours exercer de la violence envers les femmes, que ce soit de la violence physique, sexuelle, pour maintenir le contrôle. Et la femme marocaine, on considère toujours que le rôle naturel de femme, aussi au Maroc, c'est être femme au foyer. Et donc, la société lui attribue beaucoup de responsabilités. Le foyer, le mari, les enfants. Et c'est pour ça explique aussi pourquoi on n'a pas des femmes dans des postes de responsabilité. Il y a des femmes qui refusent ces postes, bien sûr, parce qu'ils ont beaucoup de responsabilités. Il y a aussi des femmes qui se trouvent dans une situation d'élection entre sa carrière ou sa famille, chose que se produit pas pour les hommes. Et donc vraiment, on est dans une société patriarcale, machiste. Alors en même temps, très souvent, je dis par provocation que le Maroc est un matriarcat, parce que les femmes marocaines ont beaucoup de pouvoir dans le foyer, certainement, mais aussi de plus en plus dans l'espace public quand même. Écoute, j'ai fait une étude sur les leaders féminins au Maroc. J'ai cherché sur Saïda Al-Hurra. Effectivement, les femmes au Maroc, ils avaient de pouvoir. Ils étaient des reines, comme Saïda Al-Hurra, Zainab al-Nafzawiya, et puis avant, Al-Kahina, Dahia al-Awrasiya. Et c'est pour ça, récemment, il y a des historiens et des archéologues qui s'intéressent pour l'origine du patriarcat. Ils disent que le patriarcat, c'est un système de colonialisme. Donc, avant, dans les sociétés précolombiennes, si on parle de l'Amérique, par exemple, si on parle de l'Afrique du Nord, les Amazirs, il n'y avait pas de patriarcat. Ils avaient de matriarcat, des sociétés matrilinéaires. C'est pour ça que je dis c'est un système politique colonial sur lequel s'est fondée la colonisation. Mais alors, colonial arabe ou colonial occidental? Oui. Aussi, arabes aussi, si on parle pour les Amazirs, le nord d'Afrique, ce sont les Arabes qui ont emmené avec eux de nouvelles structures socioculturelles qui étaient intrus, non? Donc ils se sont consolidés ici au nom de la religion. Voilà, alors j'ai cru remarquer que vous avez consacré quelques articles justement à la femme amazigh. Alors qu'est-ce que c'est que cette femme amazigh? Moi je suis amazigh. La femme amazigh, elle est connue à travers l'histoire que c'est une femme très forte. Comme je t'ai dit, l'histoire, on a plein de guerreras, des guerriers, des femmes guerriers, des femmes qui ont gouverné leur peuple, qui participaient à la guerre. Voilà, c'est ça la femme amazigh. Pour moi, c'est une femme rebelle, très forte. Marocaine. Marocaine, bien sûr, marocaine. Vous avez beaucoup travaillé sur Najat El Hachmi. Qui est Najat El Hachmi? Oui, j'ai 2 articles sur Najat El Hachmi. J'aime bien, c'est une écrivaine marocaine qui est installée, émigrée, pense à Barcelone. C'est une femme amazigh, marocaine, amazigh. Elle écrit sur le féminisme, les questions d'identité. Travailler le 2e article, j'ai parlé justement de ça, le double patriarcat. Donc, quand je parlais de patriarcat pour les femmes marocaines, ce sont les femmes émigrées qui sentent cette oppression. Pas nous, ici au Maroc, mais les émigrés. Et elles parlent de cette oppression comme émigrées à l'Espagne. Par rapport à ces mouvements d'émancipation, quels sont les mouvements principaux auxquels vous adhérez? Mouvements globalistes, je suppose, internationaux? Je suis très inspirée par le mouvement hispano-philosophique, hispano-américain, modernité, colonialité. Colonialité, c'est colonialidad. Colonialidad, c'est un nouveau terme, juste un autre terme, ou un autre concept qui se réfère à la colonisation, à la conquête des esprits. Alors, est-ce qu'il s'agit de décolonialisme? C'est plus grave que le colonialisme. On connaît la colonisation. On sait bien, tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire la colonisation. C'est l'occupation des terrains. Mais il y a aussi la colonialité, que l'occupation, la conquête des esprits.
c'est la conquête la plus grave. Parce que, par exemple, moi, dans ma thèse, je travaillais sur la dichotomie civilisation et barbarie, en relation avec la colonialité. Parce que après les indépendances, on a une intellectualité qui est dominée par la colonialité. Par exemple, je travaillais sur 3 œuvres, le Diario de Bordo, Cristóbal Colón, le journal de bord de Cristóbal Colón, et Facundo, c'est un essai d'un Argentin du siècle XIXe siècle. Et c'est un écrivain, c'est un homme de politique aussi, et il était président de l'Argentine 1836, si je me rappelle, pendant 5 ans. Et donc, il a participé à la campagne d'extermination contre les Indiens, parce que lui, avec tous les intellectuels de l'époque, il croyait vraiment à l'idée de la race, qu'il y a des peuples qui sont supérieurs et d'autres qui sont inférieurs. Et donc, les inférieurs, ce sont l'autre ennemi qu'on doit exterminer parce que ça obstacle le processus de la modernité. Ça, c'est la colonialité. Vous qui parlez d'un point de vue hispanophone, comment parvenez-vous à envisager ce décolonialisme des esprits? C'est compliqué, parce qu'à la fois, on utilise toujours les outils et les armes de l'occupant. Mais comment se place-t-on? Je sais pas. En tout cas, je pense que déjà, je suis consciente de ça parce qu'il y a des gens qui ne sont pas conscients de ça. Par exemple, je critique beaucoup cette perception espagnole de Tanger qu'on ressent dans la littérature. Je dirais, il y a une littérature espagnole qui est envahie par les stéréotypes orientalistes. J'écris un article il va se publier bientôt sur Niebla en Tanger. Non sais si tu as lu ce roman, Niebla en Tanger, d'une écrivain espagnole, Cristina Lopez. Il est publié en 2017. Et Niebla en Tanger, pour moi, c'est une autre perception orientaliste de Tanger. Il y a énormément de publications en Espagne qui portent dans leur titre le mot Tanger comme un appel à quelque chose de très très orientaliste. Il n'y a aucune distance, vraiment. Oui, c'est ça. Je reviens à cet roman, par exemple, parce que j'ai fait toute une étude critique sur ça, parce que il y a des stéréotypes qui se répètent. Et attention, c'est vrai qu'on dit souvent, c'est la littérature, c'est l'imaginaire, c'est l'imaginaire, c'est la fiction, mais c'est aussi, la littérature, elle reflète une façon de penser. Elle reflète une réalité. Et les images qui sont répétées, à force d'être répétées, elles deviennent des réalités. Et c'est ce que Edouard Saïd a expliqué quand il a parlé que l'orientalisme, c'est une inversion. À force de répéter toujours on a cette image de Tangerois marocain musulman. Attention, parce que dans le roman, il y a une séparation, une division entre les Tangerois marocains musulmans, les Tangerois marocains espagnols, les Tangerois marocains français, les Tangerois marocains juifs. Et là, c'est le Tangerois marocain musulman qui est toujours dans une image négative. Et à travers cette image, on a occulté l'image de l'espagnol émigré au Tanger. Et c'est une réalité. Les Espagnols venaient à Tanger en cherchant de travail ici. Mon père, qui a un café à Playa depuis 1960, il y avait un Espagnol qui travaillait avec lui. Et mon père, à l'époque, quand il parlait des Espagnols, il disait burqa. Burqa, ça veut dire c'est quelqu'un qui est mal vêtu. Mais c'est une vérité aussi. Pourquoi il n'est pas reflété dans la littérature? Parce que c'est la littérature des dominants. Voilà, c'est ça. Moi, je vois ces stéréotypes et je suis consciente de ça. Et donc, j'essaie dans ma recherche, à travers l'écriture, j'essaie de révéler ces réalités. بنت بلادي عجب
Vous avez prononcé le mot magique, Edouard Saïd, qui explique beaucoup de choses. Justement, cet engagement, comment est-il perçu dans votre entourage marocain, autant intellectuel, académique que quotidien? Non, je pense qu'il n'y a pas de problème ici. Ça veut dire, mais c'est vrai que je dirais plus que ma position comme féministe. Oui, par exemple, dernièrement, à propos de Moudawana, j'ai vécu, parce que moi je suis quelqu'un qui m'exprime, que défend mes idées. Et donc j'écris sur le Moudawana Facebook et vraiment il y a des gens qui m'ont attaqué. Et des gens intellectuels, des professeurs universitaires. Donc vraiment c'est dommage parce que on peut être d'accord, on n'est pas d'accord, mais il faut respecter quand même la différence. On n'est pas égaux et il ne passe à nada. Vous avez fait un travail sur la géographie des féminismes du Sud. Je trouve ça passionnant. Vous nous faites un petit résumé? Oui, c'est ça, c'est un article, c'est un chapitre plutôt. Un chapitre d'un livre collectif, parce que je suis membre d'un réseau des intellectuels de Sud. Maintenant, on appelle Sud Global. C'est un réseau des intellectuels d'Amérique latine, de Chine, le monde arabe. Non, c'est très intéressant. Donc, on fait des publications, des livres collectifs. Et donc, ce livre, c'est l'idée de Sud global, parce que maintenant, on parle beaucoup de Sud global. Et donc, j'ai essayé de donner mon point de vue, d'expliquer pour moi le Sud global à travers le féminisme. Donc, on parlait de tout ça, de ce féminisme, qu'ils se sont rendus compte maintenant qu'il y a plusieurs oppressions, pas seulement l'oppression de genre. Est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler avec Barnabé Lopez Garcia, qui est aussi un grand géographe des idées politiques, on va dire? Non, j'ai pas eu ce chance, mais oui, je connais. Oui, c'est un grand historien aussi. Non, j'ai pas eu le chance de travailler avec lui. Ah, dommage, parce que vous êtes tous les deux tangérois. Votre autre préoccupation fondamentale est la culture espagnole. Alors pourquoi la culture espagnole? La culture espagnole, je suis tangéroise, je suis née à Tanger. Je suis marocaine, mais j'ai une culture espagnole. À l'époque, quand on était petit, on voyait rien que la télé espagnole. Ça faisait partie de notre quotidien, l'espagnol. Écouter l'espagnol. Nos voisins aussi, dans le quartier Méchant, on avait des voisins espagnols. Et je vois que, comme je t'ai dit tout à l'heure, le Tanger et l'Espagne, et surtout le sud de l'Espagne, l'Andalouse, on a beaucoup de choses en commun. Écoute, je vais te dire une chose. Quand je vivais à Casablanca, je me sentais avec la famille de mon ex-mari, il y avait beaucoup de chocs. Parce que, par exemple, ici à Tanger, nous, on a l'habitude de sortir tous les jours. Tous les après-midi pour faire la merienda, non, se promener et faire merienda ailleurs. Mais pour eux, c'était pas, non, mais pour eux, faut pas sortir tous les jours. Les gens sortent seulement le dimanche. Bon, c'est des petits trucs, mais tu vois ici le choc culturel. Donc, je pense qu'on est à Tanger, on est plus proche de l'Espagne, c'est normal, c'est aussi la proximité géographique aussi, l'histoire en commun, tout ça. Et cette affection pour l'Amérique du Sud, alors à part le fait colonial, puisque l'Amérique du Sud a partagé une histoire coloniale avec le Maroc, on va dire. Oui, je pense que ça m'intéresse et ça m'intéressait de l'Amérique latine, c'est cette expérience de colonialisme qu'on a vécu le peuple marocain et je pense que c'est surtout ça. Et comme je t'ai dit, je suis très inspirée pour ce mouvement. C'est un raid d'intellectuels de modernité, colonialité. Et donc, je lis beaucoup sur la pensée
pas seulement la littérature, mais aussi les idées, la philosophie hispano-américaine. C'est très intéressant. Et vous sentez que part de l'Amérique du Sud une nouvelle pensée philosophique décoloniale véritable? Oui, oui. Quand on parle de la colonialité, de la décolonialité, ce sont des concepts nouveaux. Ce sont autres concepts. Je vais pas dire nouveaux, mais c'est autres concepts qui se sont imposés au niveau académique. Là, on parle terme colonialité. Chaque fois, il y a plus de conscience dans le monde sud global sur ça. Tous ces sujets qui vous préoccupent, c'est un peu des sujets qui travaillaient Juan Goytisolo. Est-ce que ça ne vous dirait pas d'aller chercher un peu dans l'œuvre de Goytisolo? Oui, peut-être. J'avoue que j'ai pas lu à Goytisolo, mais peut-être, oui, pourquoi pas. Et un autre pan de votre travail, le troisième grand volet, c'est que vous êtes traductrice. Alors, qu'avez-vous traduit? J'ai fait cette expérience de traduction. En fait, dans la fac, dans la formation, j'étais dans le laboratoire de traduction. On a traduit pas mal de livres. On a travaillé sur un livre sur la poésie féminine de Panama et de Maroc. C'est un livre très intéressant. On a connu, à travers de cette coopération Panama-Maroc, on a connu la littérature de Panama, qu'elle est un peu inconnue. Parce que à l'université, bien sûr, on lisait la littérature, on étudiait la littérature hispano-américaine, mais c'est surtout Colombia, les grands écrivains. Donc, à travers ce projet, j'ai pu connaître plusieurs poètes de Panama. Pour moi, la traduction, c'est un outil médiatique, culturel aussi très important, qui permet la compréhension mutuelle. C'est un pan aussi de culture entre les deux peuples. Et c'est dans ce sens que j'ai traduit le livre de Jalil Al-Khaler. Jalil Al-Khaler, c'est une poète tangéroise. Elle écrit en arabe et j'ai traduit son livre qui s'intitule Tanja wa Madat min Junoun, Tanger, étincelle de folie. C'est un livre sur Tanger. Et moi, je voulais, c'était pour ma propre volonté, parce que c'est un livre, premièrement, qui parle de Tanger. Et donc, mon objectif, c'était faire connaître à une poète tangéroise qui écrit sur Tanger, et à travers de son œuvre, faire connaître la production tangéroise sur Tanger, parce qu'il y a aussi une littérature tangéroise sur Tanger qui est importante et qu'il faut que nous, autant qu'hispanophones, on doit faire connaître dans le milieu hispanophone. Quels écrivains, quels poètes tangérois, arabophones aimeriez-vous encore rapporter dans le monde hispanophone? Saad Koubrit, je dirais aussi. Ah oui, Saad Koubrit, il a déjà un livre traduit par Ressouni, très intéressant. Faraj Romani aussi. Écoute, comme je t'ai dit, il y a des écrivains, que ce soit des poètes, que ce soit des romanciers qui écrivent sur Tanger, une littérature en arabe. Et je pense que c'est une invitation aux traducteurs qui parlent, qui dominent, qui maîtrisent l'espagnol, de faire aussi un geste envers ces écrivains et ces poètes. Pourquoi ne pas avoir fait l'école FAD ou pourquoi ne pas travailler à l'école FAD de traduction, qui est une école excellentissime? Écoute, moi j'ai fait une carrière littéraire, alors que j'avais de très bonnes notes en mathématiques à l'époque. Mon professeur, il était bouleversé quand je lui ai dit, moi, voilà, je vais faire la littérature, pas les sciences maths. On avait la chance, à l'époque, de faire ce qu'on voulait nous, pas ce que veut le marché de travail, comme aujourd'hui. Et donc, moi, qui était très bon en mathématiques, j'ai choisi de faire de la littérature parce que j'aime, tout simplement. Et donc, je suis allée dans la philologie espagnole à la fac. Donc, pour moi, c'est pas la traduction qui m'intéresse, c'est la littérature en général. Quels sont vos projets, Latifa Lamarty? Maintenant, je travaille sur 2 articles aussi sur le féminisme. C'est pas des articles, c'est des livres. Bon, un article, il y a un livre collectif. Depuis les génocides sur Gaza, bien sûr, j'écris beaucoup de poèmes sur Palestine. Parce que, bien sûr, on peut pas être, je pense, un poète ne peut pas être indifférent devant cette violence. Et donc, j'ai beaucoup de poèmes et je pense les ramasser et les publier bientôt, Inch'Allah. Bravo, félicitations, beau projet et courageux. Vous aviez aussi écrit un recueil sur Tétouan. C'est des anthologies.
Avec Monsieur Mrara. Monsieur Mrara, c'est un grand hispaniste qui a une fondation, Mrara Tétouan, aussi de la diplomatie culturelle. Meki Mrara. Mrara, exactement. J'ai travaillé fait des rencontres hispano-marocains et j'ai travaillé avec lui 2 anthologies de poésie. Meki Mrara, qui est avant tout un grand peintre. Ouais. Quels sont vos lieux pour clore cet entretien? Là, on est aux Trois Portes, qui est un des lieux les plus délicieux, les plus élégants et charmants, enfin forts de Tanger. Quels sont les lieux qui vous portent à Tanger, que vous aimez? Merchen. J'adore Merchen. Merchen, c'est normal, je pense. C'est là où je suis née. C'est normal. Parce que tu vois, l'enfance, ça te marque. L'enfance et l'adolescence, ça te marque à vie. Donc les endroits de ton enfance, c'est les endroits pour moi, c'est Merchen, il y a aussi Ermilet. Je suis venue maintenant d'Ermilet. Vous vouliez faire cet entretien au café Hafa? Ah oui. Hafa, je connais Hafa depuis à l'époque. Hafa, tu ne pourrais pas, il n'y avait pas de femmes à Hafa, seulement des garçons qui allaient pour fumer le hashish. Va voir maintenant Hafa comment il est devenu. À Tanger, j'ai d'abord vu la ville semblant narguer l'Espagne, accrochée comme un cil aux yeux de la montagne. Ce nouvel épisode de Détroit était consacré à la tangéroise Latifa Lamarty, poétesse, écrivaine, universitaire, critique littéraire, traductrice et spécialiste des études de genre, autrice de nombreux articles publiés en Espagne, en Amérique du Sud et au Maroc. Entretien réalisé en juillet 2025 à la maison d'hôte Les Trois Portes, tout droit réservé à Philippe Guiguet-Bologne. Merci à Omar Mtiwi pour les musiques des génériques solo de lutte extrait de son album Andalousie, ainsi qu'à l'ensemble Ibn Arabi et à Dargnawa de Tanger. La playlist de cet entretien établie par Latifa Lamarty est formée de Kharboucha de Sakina Fahsi, Deroche de Amor d'Anna Belen, Bent Bladi de Shekara et à Tanger de Malek, les 4 morceaux ayant été gentiment empruntés à leurs ayants droit. À Tanger, j'ai entendu l'appel qui déchire la nuit comme un souffle du ciel sur la ville endormie. À Tanger, j'ai pensé à Matisse, Burroughs et Delacroix, aux heures qui tarissent et ne reviennent pas. À Tanger, j'ai vu ma solitude dans le miroir du temps, dans l'illusion du sud, dans les transes du vent.